Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Nous sommes donc samedi 6 mars 2021 et vous assistez à la 3e conférence de presse de la coordination Santé Libre. Nous allons vous présenter quelques informations donc, sur le travail du groupe des tests. Donc la parole va être donnée au docteur Aline Salabel, qui est médecin biologiste, et de nouveau au docteur Vonner sur les aspects économiques. Bonjour à tous. Alors je représente en fait la biologie médicale et nous avons, de par cette pandémie, eu une place inégalée dans l'histoire de la médecine, puisque désormais c'est grâce ou à cause de nos tests que nous décidons si nous sommes en pandémie, à quel degré de gravité l'État français est attaqué, etc. Je voudrais donc vous redire, avant tout, les tests de biologie médicale sont au service des médecins cliniciens pour établir un diagnostic en général ou poursuivre un patient qui est malade. Les tests PCR ont été utilisés dès le départ de la pandémie pour le diagnostic. Et l'OMS avait alors précisé que le diagnostic de la Covid était fait sur 3 points. Une maladie clinique, des tests biologiques et des tests radiologiques. Et l'ensemble de ces 3 points permettait d'établir un diagnostic. L'OMS précise aussi que les tests biologiques devaient être contrôlés avec une seconde technique PCR explorant d'autres gènes, vu le nombre de faux positifs. Aujourd'hui, donc ces tests sont utilisés en tests de dépistage, ce qui est tout à fait nouveau et du jamais vu. Nous sommes souvent pris en défaut parce que notre technique n'était pas faite pour cela. D'ailleurs, l'initiateur de la technique avait mis en garde sur la validité d'un test dans ces conditions. Alors, ces tests ont plusieurs limites. Déjà, le réactif en lui-même. Quelles sont les sondes qui sont choisies? Quels sont les gènes qui sont testés? Est-ce qu'il y en a 1, 2 ou 3? Au début de la technique, on ne testait qu'un seul gène, par exemple. C'est très dangereux en termes de faux positifs. La plupart aujourd'hui utilisent 2, parfois 3. Après, en technique, il nous faut aussi des calibrants, des contrôles. Nous n'avons pas de contrôle de qualité externe, nous n'avons que des contrôles de qualité interne. Et troisième critère très important, c'est le seuil d'interprétation, puisque la PCR nous donne un signal lumineux, si on peut dire, et pour lequel il faut dire à partir de quand il correspond à une réalité physiologique ou pathologique. Et cette règle d'interprétation n'a été fixée qu'en septembre 2020 par la Société française de microbiologie. C'est-à-dire que pendant des mois, nous avons travaillé sans seuil d'interprétation. Donc la Société française de microbiologie, comme l'a dit Gérard, a fixé des seuils tels que je vous l'ai dit, inférieur ou égal à 33 CT, c'est positif, supérieur à 37, c'est négatif, et entre, on a une zone grise qui est soit des positifs faibles, soit des négatifs. Mais par contre, nous n'avons aucune corrélation entre un signal positif, par exemple inférieur à 33, et le caractère malade ou le caractère contagieux. Il nous faudrait, en plus du prélèvement PCR, un prélèvement avec culture virale, ce qu'aucun laboratoire ordinaire ne peut faire, et surtout pas les laboratoires de ville, parce qu'il faut des laboratoires avec des normes de sécurité très importantes. Et du coup, nous ne pouvons pas interpréter réellement ce test. On sait toutefois que quand c'est inférieur à 33, ça correspondra à une charge virale importante. On n'en a pas la preuve, mais il est probable. Mais donc c'est quand même important de rendre la valeur des CT sur les comptes rendus pour donner une indication clinicienne. Alors, le second test qui sont apparus depuis la fin de l'année 2020, ce sont les tests antigéniques, qui représentent actuellement un tiers des tests environ qui sont pratiqués quotidiennement. Donc, environ, d'après Santé publique France, on aurait environ cette semaine 2 millions de tests réalisés par semaine. Alors, au départ, ces tests antigéniques ont été validés pour le diagnostic de maladies aiguës. Et il y avait une excellente corrélation avec les tests PCR, donc des patients qui étaient cliniquement malades dans les 3-4 premiers jours de la maladie, et ils avaient une excellente sensibilité et spécificité. Puis, l'HAS a décidé
qu'ils étaient valides dans toute situation, donc en particulier aussi dans le cas de dépistage. Et c'est là que les problèmes ont commencé, et on a découvert beaucoup de faux négatifs, et curieusement, beaucoup de faux positifs. Grâce à un laboratoire d'ailleurs privé, qui a mené une étude formidable, qui a permis de se rendre compte qu'un certain test antigénique chinois, qui d'ailleurs a été retiré du marché depuis, rendait beaucoup trop de faux positifs. Et puis, on s'est aussi rendu compte que ces tests de biologie, qui ne sont pas faits en général par les laboratoires, mais qui sont faits par les pharmacies en premier lieu, en deuxième lieu par les infirmiers, n'étaient pas réalisés dans les conditions analytiques demandées. C'est-à-dire que tous ces tests doivent être réalisés entre 15 et 25 degrés. Ils ont été réalisés sous tente, en général, à l'extérieur, par des températures de -4, de 0, +4, +10. Bref, en dehors des conditions préconisées, et ont rendu beaucoup de faux positifs. Donc l'ordre des pharmaciens a fait un rappel aux pharmaciens pour bien leur préciser qu'il fallait bien réaliser ces tests dans les conditions nécessaires. Arrivent maintenant les tests salivaires, qui sont des tests PCR, qui commencent simplement à être déployés. Donc voilà pour la question des tests. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des campagnes massives de tests avec ces tests PCR qui sont faits en population générale hors prescription médicale et chez des patients asymptomatiques. Et donc on vient de voir là à quel point tout cela n'a pas de sens. Les cycles d'amplification, je n'y reviens pas. Mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le coût de cette machine de guerre. Et en tant que, encore une fois, médecin, mais aussi parlementaire, et je représente une partie des citoyens français, la question qu'on est légitime à tous se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent public aujourd'hui, puisque non, les tests ne sont pas gratuits. C'est vrai que les personnes y accèdent et peuvent en faire plusieurs par jour, mais ces tests ne sont pas gratuits. Le ministre de la Santé se vante que 4 tests PCR soient faits par seconde en France, c'est-à-dire que par jour, on dépense 18 millions d'euros par jour. Et si on rajoute la programmation qui est faite des tests salivaires chez les enfants, là depuis la reprise de l'école après les vacances scolaires, environ 300 000 tests salivaires sont attendus chaque semaine, donc on arrive à un coût environ de 120 millions d'euros par semaine. Et tout cela, bien sûr, est complètement décorrélé à l'intérêt médical qu'on peut attendre par rapport à la clinique. Donc, veut-on complètement tuer la sécurité sociale? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être donner encore une précision, puisque là aussi, pour pouvoir faire ces tests salivaires à l'école, il a été annoncé la création de 1700 on va dire postes nouveaux, qui sont des personnes qui sont appelées les LAC pour faire de la lutte anti-Covid. On comprend bien que les professeurs dans les écoles ou dans les collèges ne souhaitent pas eux-mêmes faire cracher les enfants dans des tubes à essai, on peut le comprendre. Sauf que depuis des années, il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires ni d'infirmiers scolaires. Ces nouveaux métiers créés, qui sont que des postes transitoires, rajoutent bien évidemment au surcoût. Et on aurait pu détailler le surcoût, en effet, des prélèvements également. Mais je pense que là aussi, il y aura tout un travail d'affinage à faire pour démontrer à quel point aujourd'hui le gouvernement français dépense de l'argent à tort et à travers. Et aussi, voilà, c'est vrai que Violaine, on a beaucoup travaillé depuis ce matin, et la question qu'on se posait tous ensemble, très modestement, je demandais à mes confrères si quelqu'un avait compris quel était l'objectif attendu de ces tests que vont subir les enfants à l'école, avec, je le rappelle, la possibilité pour les parents de s'y opposer. Mais dans quel objectif on va faire ce dépistage massif à l'école, d'autant que sont déjà prévues des fermetures des classes si jamais un enfant devait être positif. Et la question que légitimement, en tant que psychiatre, je me pose aussi, c'est celle de la culpabilisation des enfants, c'est celle de la stigmatisation des enfants, c'est celle de l'accompagnement à la révélation, j'allais dire, si le test est positif et négatif. Et voilà, tout cet impact-là aussi, qui va très largement peser sur le plan psychique, psychologique, bien plus
chez les enfants, ce n'est pas une population qui se contamine, on n'a pas aujourd'hui des clusters dans les classes, donc à quoi cela sert tout cela? Merci.